Bon, avec tout ça, nous arrivons donc à une idée que la bipolarité, oui, peut exister, mais que les troubles bipolaires ne sont qu'une partie non essentielle de la psychose maniaco-dépressive, que oui, c'est bipolaire, mais que dans cette bipolarité, il y a 3 éléments, et qu'il y a une hiérarchisation importante dans ces 3 éléments, et que c'est la manie qui commande l'affaire. Par le fait que les symptômes de la manie sont la logorrhée pathétique, la fuite des idées, la négativité dans l'acte, et non pas l'agitation, non pas l'accélération des idées. On pense que peut-être qu'il y a une accélération, mais il y a eu des tests associatifs qui ont été faits, ils ont rendu compte qu'il n'y avait pas forcément d'accélération de la pensée dans la fuite des idées. Comme il n'y a pas forcément un ralentissement. Et de dire qu'il y a dans la dépression et dans la manie une sorte de... Et dans la dépression mélancolique, il y a une sorte de fuite des idées, mais en sourde. Voilà. Avec tout ça, nous allons arriver à extraire aussi ça c'est pour le diagnostic que j'avais terminé dans 5 minutes. Et de faire toute une étude sur les post-freudiens, qu'est-ce qu'on extrait, notamment l'idée que pour les post-freudiens, Abraham, Klein, etc., il y a 3 termes qui sont travaillés. Et les 3 termes concernent la mère, le rapport de la mère avec l'enfant. C'est la jouissance orale, le rapport à l'oralité, 2 sortes de faillites de narcissisme, que la mère n'a pas pu aimer cet enfant, ou il a aimé trop, ou quelque chose comme ça. Je passe très vite. Et 3, le rapport entre angoisse altruiste et vengeance suicidaire. C'est-à-dire qu'on peut considérer que le suicide peut être une sorte de vengeance non assumée, mais une vengeance contre cette angoisse altruiste. Et donc là, avec tout ça, mais bon, là j'ai fait un survol, on arrive à étudier tout ce qui est de l'ordre des événements de perte et de deuil chez les sujets psychotiques, et on arrive au facteur blanc. Voilà, et qui sont donc ces moments, ces espaces vides qui font que le sujet va déclencher un ensemble d'éléments, va déclencher parfois des hallucinations, mais surtout une orientation vers l'acte suicidaire. Et voilà, à peu près l'idée, mais bon, voilà, on peut, je pense, arrêter là, si vous voulez, des questions. Merci beaucoup, c'est vraiment une conférence magistrale qui nous a faite sur la psychose maniaco-dépressive, qui est à fait d'un terme plus, je crois, un mois d'apparition justement derrière les bipolaires. Je dis, c'est un terme qu'on emploie beaucoup, et la difficulté qui se présente, je crois, je suis d'accord, c'est que justement ça ramène, la bipolarité ramène les choses, les phénomènes, sur le plan, comme tu disais, purement organique, c'est-à-dire sur l'ancienne théorie des humeurs. C'est-à-dire qu'on retourne à Hippocrate, on retourne à la médecine d'Hippocrate, c'est-à-dire tout est une affaire des humeurs dans les corps, de la quantité des humeurs. Et donc les mélancoliques ou les flegmatiques, enfin les sanguins, eh bien on a un tempérament, c'est un autre terme qui revient beaucoup aujourd'hui dans la psychiatrie, notamment à partir de la psychopathologie infantile. On cherche à établir les types de personnalités qu'ont les enfants, qui sont aperçus, les équipes qui travaillent pour le DSM-5, les professionnels du DSM, qu'ils n'auraient pas fait travailler la question de la personnalité chez les enfants. Et donc, pour étudier la personnalité, ils ont trouvé des termes de tempérament qui sont très intéressants, justement parce qu'il est purement organique, le tempérament, il y a
il n'y a pas toutes ces dimensions, comme vous disiez, biopsychosociales qui étaient présentes avant dans la psychiatrie. Il y a vraiment un retour à la psychiatrie, enfin, non pas à la psychiatrie, à la médecine d'avant la psychiatrie. Il y a des raisons, comment dire, techniques et technologiques pour ça. C'est-à-dire, on en a déjà parlé ici, quelqu'un comme Eric Campbell, qui est un peu le père, enfin, ou pas le père, mais enfin, la figure éminente des neurosciences aujourd'hui, prix Nobel de médecine de l'an 2000. En fait, il explique clairement, dans un de ses livres, que la psychiatrie et la psychanalyse, il met ensemble les deux, n'auront été qu'une parenthèse entre la neurologie du XIXe siècle, qui n'avait pas encore les moyens techniques pour observer tout ce qui se passe au niveau du cerveau, et la neuropsychiatrie d'aujourd'hui, qui, comme elle a l'imagerie médicale, les scanners, peut justement observer tout ce que la neurologie du XIXe siècle ne pouvait pas faire, et que donc la psychiatrie, tous ces auteurs que tu nous as cités, tous ces savoirs, effectivement, pour lesquels, finalement, certaines psychanalystes, c'est vrai, moi je me penche aussi de ce côté-là, moi je n'ai pas une formation psychiatrique, mais quand on lit la finesse des études de tous ces psychiatres-là que tu nous as cités et d'autres, on se rend compte qu'effectivement, c'était des cliniciens hyper fins à côté justement de ce qui aujourd'hui est devenu la psychiatrie, qui en fait n'existe plus, il faut le dire comme ça. Il n'y a plus de psychiatrie aujourd'hui, c'est une neurologie appuyée par l'outil technologique, tout simplement. Alors, comme réaction à ça, il y a ce que tu nous disais au début, c'est-à-dire cette, comment dire, cette défense un peu, cette revendication de la mélancolie qui est culturelle, qui est sociale. Moi, j'ai pensé à l'exposition Mélancolie, qui a fait référence un peu au passage avec justement toutes les icônes de la mélancolie, n'est-ce pas? Vous voyez dans l'exposition de 2005, organisée par Jean Clair, qui lui-même il expliquait qu'en fait, quand il avait organisé cette exposition, qui a eu un succès énorme, c'était pour contester justement la médicalisation de la mélancolie. Donc, un souci comme ça de faire un retour à cette mission, certes, quelque part un peu politique, de la mélancolie, c'est-à-dire la création, la mélancolie est à l'origine de la création. Mais n'empêche que, quand même, je trouve personnellement que ces types de revendications, comme celle de Jean Clair, cherchent quand même à réintroduire du sujet, c'est de ça qu'il s'agit, là où justement la neuropsychiatrie, la psychiatrie à la neurologie aujourd'hui cherche à le faire disparaître. Alors, moi, ce qui m'intéressait, je ne sais pas si tu pourrais nous en dire plus, c'est ce terme que tu as évoqué au début, de forclusion maniale. C'est-à-dire, pourquoi spécialiser la forclusion? Pourquoi parler de spécialisation de la forclusion? Et en quoi est consiste? Oui. Alors, l'idée, c'est qu'en partant de... Je suis parti un peu de... En fait, le travail consiste à utiliser, à faire du nouveau avec le vieux, ce qui existait déjà avant. Hein. C'est en mélangeant les choses autrement, on peut arriver à créer des choses comme dans l'art, parfois en reprenant des styles d'avant, on peut créer des objets d'art nouveaux. Et donc l'idée, c'est, je ne sais pas si on réussit, mais l'idée c'est de répondre à ces choses-là. Le système de mon travail, c'était partant des choses qui existaient déjà et des auteurs, etc., des symptômes, notamment des choses qui existent déjà dans la clinique, d'arriver au commencement, savoir quelle serait l'étiologie. Alors si on confond, si on considère la forclusion comme étant l'étiologie, la cause, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est pas ça? N'est-ce pas? En psychanalyse lacanienne, est-ce que la forclusion du nom du père équivaut à la causalité psychique, oui ou non, n'est-ce pas? C'est assez demandé. Moi, je pense que oui, mais bon. Donc, l'idée, c'est que, en observant tout ce que les auteurs psychiatriques et psychanalytiques de plusieurs tendances ont dit, on arrive à et ce que les patients nous disent et nous montrent, on est arrivé à une idée qui est la suivante. C'est qu'il y a peut-être une forclusion qui est abrégée. Ce qui m'intéresse à moi,
ce n'est pas simplement le fait du rejet du signifiant, mais comment ça s'est traduit dans le vécu du sujet, à savoir qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y a une mutilation dans les rejets du signifiant du père? Est-ce qu'il y a une mutilation de la signification paternelle? C'est pas une mutilation, une défaillance de la fonction paternelle, d'un côté. Mais de l'autre côté, il y a une autre chose qui arrive aussi, savoir pourquoi ces états maniaques, et pourquoi, si la manie est ce qui commande la bipolarité, la PMD, et d'où ça peut venir. Alors, si on prend les post-freudiens et ce que disent les patients, on voit que chez les maniaques, il n'y a pas que le rapport au père ou la fonction paternelle, mais qu'il y a aussi une défaillance radicale, profonde, du rapport à la mère. Et que, vous voyez, l'exemple littéraire ou artistique, c'est par exemple Jean-Baptiste Grenouille. Hein, il chute, il n'est pas normalement, il chute dans les ordures. Et puis la mère a un peu un coup de pied aux déchets. Ça compte pas, c'est une catastrophe son arrivée au monde. Alors, évidemment que ça, c'est une création artistique, mais c'est ça qui nous intéresse, parce que les gens qui créent l'art, parfois, sont plus avancés que les cliniciens, sans le savoir parfois. Et donc, ils parlent quand même des choses qui existent dans la vie. Quand on crée un roman, quand on crée un film, c'est des choses quand même qui existent dans la vie, mais qui ont été modifiées, transformées, etc. Et donc ça, il y a beaucoup de cas comme ça où des patients sont arrivés au monde et c'était une catastrophe. C'était une très mauvaise... Normalement, c'est une bonne nouvelle d'avoir un enfant. Mais là, c'était une très mauvaise nouvelle. C'était malvenu. C'est plus que ça. Et donc la mère ne peut pas... Ouais, il y a quelque chose qui ne passe pas. Soit pendant la gestation, avant la conception ou après la naissance. Donc, forclusion maniaque dans le sens où il y a un double rejet. Pas simplement rejet ou démission, parce que, à mon avis, le rejet, s'il s'agit de la fonction paternelle, ce n'est pas simplement le rejet qu'on subit du père, mais c'est un rejet qui existe aussi déjà chez le père, le père. Et ensuite, après, du côté de la mère, pareil. Voilà. Et donc, est-ce que combiner ces deux choses-là, ou est-ce que c'est 40%, 60%, ou est-ce que... Je sais rien. Mais vous voyez, l'idée, c'est peut-être ça. Alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est dans la relation à la mère. Non, ça peut être dans la relation à la génération d'avant. Parce qu'on sait très bien que quand on a un enfant, cet enfant n'a pas simplement lien avec le parent, avec l'adulte qui est son parent, mais l'enfant, il a aussi une relation avec l'enfant que les parents ont été, avec ses propres parents. Que dès qu'on a un enfant, inévitablement, on fait exister l'enfant que nous avons été avec nos propres parents. Pas l'enfant que nous avons été tout seuls, avec nos camarades, qu'on allait jouer, etc. Mais l'enfant que nous avons été avec nos parents. Et donc ça fait exister ça, l'enfant il a la relation avec l'adulte qui est son parent, mais aussi avec l'enfant qui a été son parent, mais aussi avec un quatrième personnage, avec les parents de l'enfant qui a été son parent. Donc forcément 3 générations dans les ans 60. Et que les grands-parents existent ou n'existent pas. Ou l'arrière-grand-parent. Et donc c'est à ces moments-là qu'il y a quelque chose qui peut se produire de l'ordre de du rejet ou de la forclusion. Par exemple, le Husserl, c'est le produit de l'autre Louis qui est mort dans le ciel de Verdun
mais aussi il est le produit de sa mère